Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour un cours du soir, un cours de composition avec Frédéric Durieux. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Arnaud. Frédéric, je crois que vous connaissez bien cet établissement. Oui, puisque j'en suis déjà à ma 35e année. Ah. Donc ça commence à faire. 35 ans comme professeur de composition, non? Non, j'ai commencé professeur de composition en 2001, donc j'en suis bientôt à 25 ans. Et auparavant, vous avez fait vos études dans ce même établissement, mais pas dans le même bâtiment. Exactement, j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris, surtout en analyse, composition et orchestration. Quand on est prof de composition ici depuis près d'un quart de siècle, est-ce qu'on voit des évolutions? Est-ce qu'on a senti, par exemple, dans le recrutement des étudiantes et des étudiants, des choses qui ont changé depuis un quart de siècle? Oui, il y a des changements qui sont nombreux, ça sera un peu long de tout expliquer. Il est certain qu'il y a aussi des espèces de modes, pourrions-nous dire. Il y a aussi des changements de nationalité. Donc il y a une évolution qui peut parfois par à-coup, parfois sur le long terme. Vous avez une douzaine d'étudiantes et d'étudiants. Oui. C'est statutaire, vous avez 12 heures, c'est ça? C'est comme ça que ça marche. Quand on a un poste à 12 heures, on doit donner 1 heure de cours par semaine à chacun des étudiants ou étudiantes, et donc on ne peut pas avoir plus de 12 élèves quand on est avec un poste à 12 heures. Certains ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais tout de même, nous avons à nos côtés 4 et 3, 7, 9 étudiantes et étudiants. Peut-être que vous pouvez nous les présenter rapidement, ne serait-ce que pour montrer la diversité des provenances. Eh bien, je vais commencer sur ma droite. Egemen Kurt, qui est un étudiant qui vient de Turquie et qui est cette année en échange Erasmus, puisqu'il étudie à l'Université des Arts de Graz. Ensuite, Ayane Nakaze, qui est japonaise, qui a fait déjà ses études de très haute qualité de niveau au Japon et qui maintenant est avec nous en 2e année de licence, c'est-à-dire du 1er cycle. Ensuite, nous avons Jiaying He, qui est chinoise, qui vient de nous rejoindre, elle, dans le niveau de master, parce qu'on peut rentrer à la fois dans le 1er cycle en licence et en 2e cycle de master. Elle étudiait auparavant à Essen, en Allemagne. Ensuite, nous avons Bengisu Under, que nous verrons un peu plus tout à l'heure, donc qui est chypriote et turc, qui a fait ses études de composition, entre autres, à Stuttgart avec Marco Stroppa, et puis elle est venue nous rejoindre à la fois en Erasmus et après dans le cycle de master. Kenta Onoda, qui est japonais, qui lui est en 5e année, c'est-à-dire qu'il va terminer à l'automne prochain, dans un an à peu près, fin début octobre, tout sera terminé après l'oral. Voilà, lui vient du Japon, lui aussi, il a été très bien formé là-bas. Ils ont beaucoup de courage parce qu'ils viennent refaire une formation complète pour bénéficier de ce qu'on peut avoir au conservatoire. Et puis, il y a un investissement au niveau de la langue, je tiens à le signaler, parce que c'est pas facile du tout. Voilà, ensuite, nous avons Eunjin Lee, qui est coréen, qui est en 1er cycle aussi, en 2e année de 1er cycle. Sung Won-shin, qui est également coréenne, qui est en 5e année comme Kenta et qui va nous quitter dans un peu moins d'un an. Clément Pauvert, qui est français et qui est à la fois qui étudie. Et oui, nous avons aussi des Français qui étudient dans les classes de composition. Nous sommes très internationaux, hein, donc c'est normal et ça existe à peu près dans tous les pays d'Europe. Hein. Je reviens de différentes villes, c'est à peu près la même chose. Donc Clément qui fait aussi des études de musicologie par la même occasion au conservatoire, Sung Won-shin également. Enfin, je ne veux pas te dire pour tout le monde. Et Mathéo Vignier qui est en 1re année de 1er cycle, qui est déjà bardé de diplômes et qui poursuit sa formation. De quelle nationalité? Français. Ah, 2 Français. Voilà. Okay. Mais il m'en manque. Hein. J'ai un doctorant, Didier Rotella, qui est français. Non, j'ai plusieurs. J'ai Félix Roth, qui n'est pas pu venir parmi nous ce soir. Nous avons une autre chinoise, Jiahu Wang. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de latino-américains. Exactement. Davantage d'asiatiques. Exactement. Il y a un moment, on s'était retrouvé à peu près avec 30% d'Asiatiques, 30% de Latino-Américains et quelques Français quand même. Et puis, je pense que la crise financière fait qu'actuellement, les Latino-Américains n'ont plus les moyens financiers pour venir jusqu'ici, parce que si les études à Paris ne sont pas chères, la ville de Paris est chère. Nous avons conservé
notre vivier asiatique. On commençait à avoir on avait toujours beaucoup de Coréens, on a eu un peu moins de Japonais, ça revient. Et le Chinois, maintenant, c'est assez nouveau. Ouais. Alors tout de suite, la question qui fâche. Après, on va rentrer dans le concret avec le cours proprement dit. Mais la question qui fâche, est-ce que ça s'enseigne, la composition? Parce que j'en connais qui pensent que ça ne s'enseigne pas. Oui, il y a des célèbres. C'est une question qui serait longue à répondre, donc je vais aller au plus vite. D'une certaine manière, il y a une part qui ne s'enseigne pas, c'est-à-dire leur invention est la leur. En revanche, une invention, une idée, c'est quelque chose, mais la réaliser, c'en est une autre. Et donc, la classe de composition est là pour apprendre à composer. Il ne s'agit pas d'apprendre ce que le professeur sait faire. Ce serait extrêmement frustrant pour les étudiants, ça ne leur apprendrait rien, et peut-être que du mauvais, et je pense qu'on ne transmet pas son expérience. L'expérience, on doit la faire soi-même. Par contre, on peut apprendre, puisqu'on est un peu plus âgé, on a quelques expériences, et donc on peut apprendre à penser la composition. Parce que cette composition que nous pratiquons, c'est une composition de musique écrite. Et là, c'est absolument tout ce qui change. C'est-à-dire que notre tradition occidentale est basée sur l'écriture musicale. Et on passe par l'écriture musicale, c'est ce que nous allons voir à plusieurs reprises dans les exemples visuels que nous avons préparés. On va commencer avec un extrait d'un cours que vous avez donné avec Bengisu Önder, qui est parmi nous ce soir. Et là, on est vraiment au début du travail. Ce sont en quelque sorte des esquisses, ce qu'on voit. Oui, c'est une des formes, parce que, encore une fois, chacun est différent. C'est une des formes de travail, à savoir qu'elle nous présente un travail qu'elle débute avec un logiciel d'aide à la composition par ordinateur. Ce n'est pas d'intelligence artificielle, on en parlera après. Ça s'appelle Open Music. Qui s'appelle Open Music, qui est un programme qui a été réalisé à l'IRCAM, auquel j'ai participé d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, enfin, d'une certaine manière. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Et c'est simplement un programme qui permet de formaliser un certain nombre d'éléments et de voir comment on peut, avec des règles, créer du matériau. Il ne s'agit surtout pas que ce matériau, d'ailleurs vous allez le voir, soit la partition elle-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire return sur l'ordinateur et d'avoir la partition, mais c'est un travail préparatoire et une forme de travail préparatoire. Et surtout, ce qu'on ne suppose peut-être pas toujours, quand on a une vision un petit peu simpliste, idéalisée de la composition, c'est très long, c'est un processus. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il faut décomposer pour composer. Exactement, pour composer, il faut décomposer, et après on pose avec, cum posare. Ce cours du soir est un peu spécial par rapport aux autres qui ont été réalisés au conservatoire, parce que quand on a des étudiants qui viennent jouer quelque chose, on peut corriger, on peut montrer un certain nombre de choses. Pareil pour les classes d'harmonie, on peut jouer le devoir et corriger immédiatement. Le processus de composition est long pour tout le monde. Alors, il y a des compositeurs qui écrivent très vite, il y en a d'autres qui écrivent très lentement. Dans les deux cas, il y a de très bonnes et de très mauvaises œuvres. Donc, il ne faut pas faire de généralité et surtout de moralité là-dessus. Donc, ce sont des processus longs. Il faut savoir quand même que l'on part de pas grand-chose au départ. De rien De rien, presque. Non, parce qu'on a des connaissances, parce qu'on connaît un certain nombre d'œuvres. Ils ont tous des compositeurs qui les ont influencés, en tout cas qui les ont stimulés, où ils ont pu percevoir un petit peu l'écho de leur futur dans ce qu'ils ont pu entendre. Donc, il faut prendre ce travail à bras-le-corps parce qu'il faut débroussailler et progressivement voir comment on peut réaliser le projet qu'on a plus ou moins en tête, et ce projet va évoluer. Et c'est par l'écriture, par la réflexion, qu'on arrive à le développer. Allez, on rentre dans votre cours, Frédéric Durieux, tout de suite, avec Bengisu Önder. Oui, donc je voulais, parce que je vois déjà qu'il y a une partie qui est à la fois copiée et puis ici qui est écrite, j'aurais voulu comprendre quand même comment vous générez un certain nombre d'accords ici. Parce que là, je tombe dessus directement et je voudrais un peu mieux saisir. Donc vous servez d'Open Music, vous pouvez mettre sur l'écran parce que c'est plus facile à voir quand même pour moi. Ok, alors, donc, oui, dites-moi. J'ai créé un système. Oui. Ici, c'est la génération des accords, tous les accords possibles. Oui, tous les accords possibles, oui. C'est le note basse, et après c'est le nombre de notes. Oui, ça y est, je et après, c'est l'intervalle minimum entre basse et aigu. D'accord.
c'est un intervalle maximum entre basse et aiguë. Ok. Le 2, ici, c'est consonante-dissonante. Oui, c'est le degré, ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire le degré de consonance et le degré de dissonance. Oui, c'est les accords sont triés, pardon. Entre des accords plus ou moins consonants et les accords plus ou moins dissonants. D'accord. Ok. Bon, vous pouvez déjà me montrer ce que ça donne un peu dans le... Donc, on commence avec consonante vers dissonante. D'accord. Ok. Vous en avez combien au total? Il y a beaucoup. 300 quelque chose. Oui, alors ça fait. Comment vous faites pour sélectionner parce je vais vous montrer le dernier à deux. Oui, d'accord, oui, peut-être c'est le plus simple qu'on voit déjà le. Parce que là, je commençais à me perdre un peu en cours de route dans le processus. Parce que c'est pas forcément évident. Donc, oui. Ok, mais qu'est-ce que ça vous fait gagner comme temps en fait de calculer comme ça? Puisque d'une certaine manière, moi, si je l'analyse rapidement, j'ai quand même un certain nombre de dissonances ici qui sont très claires. Enfin, le ré do dièse, le do la dièse un peu moins. Donc, c'est quoi l'avantage en fait pour vous? Pour avoir une trajectoire très claire. Oui, non mais ça oui, dans la trajectoire, mais vous pourriez presque la faire à la main. Mais pour que c'est plus rapide, clair. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que je fais? Normalement, c'est qu'est-ce que vous voyez maintenant, c'est juste un accord. Oui. Mais je fais des séquences, toutes les séquences. C'est là-bas, c'est les notes basses et les notes oui, aiguës. Du coup, là, vous faites, oui, parce que pour l'instant, on était toujours sur la même note, donc c'était un peu aussi statique à cause de ça. Donc, et là, je vais donner ça, et ici, generate sequence, ça fait toutes les séquences. Très bien, mais alors ça, concrètement, comment vous, parce qu'on ne fait pas des accords comme ça, bling, 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 les uns après les autres dans la partition, donc c'est pour faire un espace harmonique, en fait, à chaque fois. Mais la durée de chaque espace harmonique, vous le faites comment, du coup? Oui, j'ai une autre alors, patch. Oui, rejetez-le, parce que c'est plus facile à voir pour moi là-bas aussi, parce que l'écran, là, est un peu petit. Ça, ici, c'est la première partie. Oui, d'accord. De la pièce. De la première partie, il y a 3 sections. Oui. Qu'est-ce que je fais? C'est les notes ici, comme ça, c'est les accords ici, tous les points. Oui. Normalement, la trajectoire, c'est ça. Trajectoire, c'est ça. Le point ici, c'est comme... Essayez dans une autre langue si ça ne va pas. Exception. Oui, ce sont des exceptions. Exception, oui. Oui, qui sortent de la trajectoire générale. C'est comme des accidents, en fait. Oui. D'accord, c'est pour créer des effets de surprise, pour que le processus ne soit pas trop perceptible rapidement. Donc, le durée, on voit ici. Ok. Bon, là, oui, ça y est, là, je saisis à peu près. Ça signifie que ça arrive très rapide après. Bien sûr, oui, ça c'est clair. Ok. Tout ça, ça ne nous dit pas ce que vous faites des figures musicales. Parce que là, on est dans une structure harmonique. Oui, c'est la première partie, c'est la deuxième partie. Oui. Pour la deuxième partie, je n'ai pas une chose similaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Ça arrive dans la deuxième partie, mais pour préparer la troisième partie, parce que
les harmoniques de piano, c'est l'élément plus important. Ok. Bon, attendez, pour l'instant, moi je vais regarder un peu le... C'est quoi déjà? On est où déjà en rythmique? On est à combien déjà en tempo ici? 50. Ah oui, c'est si lent. Alors qu'il vaut mieux que ce soit lent, parce que vu ce qu'il y a à jouer à certains endroits, ça ne marcherait pas. Ok. Donc ça, c'est les boutons d'air, ici, pour l'accordéon. Et ça, c'est quoi? Non, c'est bouton d'air, c'est en fait... Ah, d'accord. Ok. Donc il va falloir être clair sur la notice, parce que c'est pas évident. Ça prend un peu de temps, il faut que je regarde un peu. Donc là, ce sont des clusters ici. Oui. Vous utilisez quand même toujours un registre assez étendu hein, dans ce passage. Donc le danger, c'est d'avoir une espèce de masse comme ça. Donc pour contrôler l'évolution, il faut jouer sur la densité. Et pas, enfin, bien sûr, vous jouez sur l'harmonicité et l'inharmonicité. Ça dépend si vous avez des doublures ou pas. J'en vois pas beaucoup. Parce que c'est ça qui va permettre, si on veut entendre un peu plus d'harmonicité. Cette partie, c'est plutôt polyphonique. Oui, ça c'est clair. Ça. Mais enfin, on a quand même un rythme harmonique derrière. Ok. Là, ça devient plus clair. Ok. J'utilise un spectrum aigu parce que après, ici, je vais utiliser quelque chose les plus graves. Oui. Ok. Je peux vous montrer les choses pour la deuxième partie. Ah oui, c'est toutes les espèces de formules mélodiques, c'est ça? Oui. Alors, montrez-les sur l'écran, là, parce que c'est quand même plus facile. Donc c'est toujours des cordes secs, en fait, ok. Chord sequence. Et donc, j'ai... Et toujours dans ce registre-là, ou parce que là, c'est comme étude, ou c'est vraiment dans le registre définitif de Non, c'est juste un pitch class. Oui, d'accord. Okay. Parce que deuxième partie, il y a quatre phases. Oui, ce sont les notes, en fait. Ok. Première phrase, etc. C'est pour les cordes. Ok. Mais quand même, là, je vois qu'il y a toute une organisation sur les hauteurs, mais je vois moins le travail rythmique. Donc ça, le travail rythmique, c'est vous qui le faites d'une manière plus intuitive. Dans cette partie, l'idée, c'était pour déduire... Déduire. Oui. La perception du temps. Mm-hmm. Pour ça, j'ai écrit la partie un peu... Comment dire? Comme ça. Est-ce qu'elle parlait de quoi? C'est-à-dire que les parties s'enchaînent en fondu enchaîné, ou vous parlez d'une polyphonie? Polyphonie, oui. D'accord. Oui, mais ça, c'est encore autre chose, ça. Je vous parlais à la fois du temps, parce que quand vous avez la phrase 1, la phrase 2, etc., c'est parce qu'on a des longueurs, là je ne peux pas estimer, parce que je pense que les fenêtres sont plus ou moins longues. Là, c'est juste une partie de la fenêtre. La longueur, c'est décidé ici. Oups, montrez-moi. C'est décidé. C'est vous qui décidez. Mais... Vous aidez de l'ordinateur, mais c'est vous qui décidez à la fin. En fait, c'est ça. C'est ça? Oui. D'accord. Ça. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a Première, deuxième, troisième et quatrième partie. Donc, il y a une accélération du processus. Voilà, c'est ça, pour qu'on puisse avoir la projection formelle. Ok. Bon. Attention de ne pas être simplement dans l'application de ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Et qu'après, il y a toute la figuration. Vous vous rappelez toujours cette distance entre
la structure et la figure. Oui. Parce que calculer des structures, les structures, ce sont des phénomènes qui sont hors temps, en fait. Ils sont très vite déliés d'une temporalité qui servent à la dramaturgie de la pièce. Et donc, il faut que vous puissiez, à un moment donné, garder la structure là où elle est, et à partir de ces structures, développer la figuration. Il ne faut pas que la figuration soit simplement la mise en place de la structure. Parce que ça, c'est très dangereux. Ça peut entraîner du statisme. Et il faut que vous ayez la sensation du temps réel. Donc, de temps en temps, étaler les pages, faire comme si vous étiez le chef, mais en suivant les tempi, et faire ça plusieurs fois pour ressentir aussi physiquement les phénomènes d'accélération, les phénomènes d'accent, etc., etc. Parce qu'aussi, le danger qui existe dans tout ça, c'est qu'on a des strates de structuration, mais pour les voir ensemble, c'est pas évident. Et comme on ne peut pas véritablement imprimer dans Open Music, on peut perdre aussi cette notion, j'allais dire, d'évolution temporelle qui reste quand même la chose importante. Bon, il y a une satisfaction de faire ça, il y a une justification. Donc il y a une forme de satisfaction dans la justification. Et après, le danger, c'est d'écrire comme ça, quoi. Donc oui, je sais que ce n'est pas ce que vous faites, mais vous comprenez qu'il faut faire attention, parce qu'à la fois, en plus, c'est très chronophage de faire ça. Donc après, on est pressé par le temps pour terminer la partition, et c'est souvent le cas, hein, pour nous tous d'ailleurs, hein, mais bon, bref. Donc il faut faire attention à ça. Alors Frédéric Durieux, là on est rentré vraiment dans le vif du sujet, le dialogue avec une jeune compositrice qui vous montre les étapes de son travail. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on vous voit dans un moment, dans une séquence d'écoute intérieure, vous phrasez la partition en vous, et vous employez beaucoup les mots « voir »,« regarder ». Oui, ça peut paraître contradictoire, parce qu'on pourrait se dire, il est gentil ce monsieur, mais il ne s'occupe pas beaucoup du résultat sonore. En fait, si, mais... Là encore, ce qui est important, c'est de comprendre le rôle qu'a la notation, l'écriture dans le processus. Et c'est par cette notation, d'abord, que nous arrivons à penser et à organiser, et parce qu'on a appris depuis l'enfance à lire et à entendre ce qu'on va jouer, et par la lecture aussi à avoir ce développement d'écriture de l'écoute intérieure, tout cela fait que par la notation, on arrive à s'agripper parce qu'il faut réduire ce qu'on est en train de lire. On voit une partition comme ça, naturellement, c'est pas un immense paquet comme ça. Il y a des instruments qui sont ici, les cordes par exemple, les bois en haut, et il faut réduire tout ça assez rapidement in vivo, quand l'étudiant vous présente quelque chose. Et il faut tout de suite examiner si les idées ne partent pas trop vite à volo, si elles sont bien le temps d'exploitation qui est nécessaire, parce que parfois les idées sont là, puis on passe à autre chose. Savoir déceler à un moment peut-être quel est en tout cas ce qui va le plus audible immédiatement, etc. Mais ça passe par l'écriture. Et c'est par ce moyen, parce que sinon, bah oui, on viendrait jouer la partition, on réduirait ça au piano, comme on le faisait beaucoup. Néanmoins, il y a tout un travail, par exemple, même simplement si on fait l'orchestration, ce qui se faisait beaucoup au XIXe siècle et XXe, début XXe, c'est par aussi cette écriture qu'on arrive à voir où se disposent les instruments et comment on va les réduire. Donc c'est notre outil de travail, et c'est pour ça que c'est vrai, je dis, regarde, montrez-moi, parce que c'est en voyant la partition que je découvre ce qui se passe, et que je dois immédiatement entendre. Alors là, c'était un premier exemple. On va avoir un deuxième exemple, toujours avec Mengesou, avec une partition d'un autre ordre, puisque c'est une partition, enfin un travail électroacoustique. Donc là, ça change par rapport à la partition telle qu'on vient de la voir. Exactement. Alors oui, parce que même si on avait des sons électroniques, c'était pour être joué par des instruments. C'est une réduction dans tous les sens du mot. Là, on va rentrer dans une matière sonore immédiate cette fois-ci. Il y a des formes d'écriture, elles sont un peu complexes à comprendre ici, mais par les logiciels, aujourd'hui, nous avons vraiment des moyens aussi d'écrire les sons électroniques. Mais là, on se trouve dans une autre écoute, dans un autre type de catégorie de sonore, et qui ne peut passer que par, alors ici, le traitement par ordinateur. Et je pense que c'est bien que nous plongions directement dans ces sonorités autres. On retourne dans la classe de Frédéric Durieux. Bon, ça a l'air de suivre son cours. Mais il y a l'autre partition qui est électroacoustique.
Donc j'aimerais bien qu'on regarde, vous avez achevé je crois des sections de ça, parce que c'est quasiment tout... Je peux fermer. Oui, vous pouvez fermer, moi là j'ai vu assez de choses pour le moment. Parce que là l'autre c'est donc purement sur support fixé, mais vous vouliez utiliser certains éléments d'intelligence artificielle. Oui. Donc j'aimerais bien que vous... Donc je voudrais vous montrer Oui. le patch. J'utilise... C'est dans quoi ça? C'est dans Reaper? Non. C'est dans Non, quoi? c'est Non, dans Max. Max. Ah oui, c'est dans Max, pardon. Mais c'est juste pour créer le son. Oui? Je ne joue ici. Je ne joue. Je ne joue pas. Vous ne jouez pas. C'est-à-dire Je que... joue pas. Qu'est-ce que vous faites pas? La pièce ici. D'accord. Oui, c'est juste pour générer du son. Oui, D'accord. oui. Oui, on n'est pas encore dans le temps de la partition, encore une fois. D'accord. Donc c'est créer le matériau sonore sur lequel on va travailler. Je vais apporter aussi ça. Oui. C'est... Alors ça, c'est dans Reaper cette fois. Oui. Ok, ça y est. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, Kenta? C'est bon? Ok. Donc, premièrement, j'ai fait plusieurs enregistrements de ma voix. Oui. Et après, C'est un bon matériau de départ, quitte à travailler sur la voix. oui, j'ai aussi les choses, autre chose, je vais vous laisser écouter. Je prends une phrase. Une phrase. Une phrase. Oui, d'accord. Non, mais c'est parce qu'il y a phase et phrase, alors je voulais être sûr. Que j'ai enregistré. Oui, Donc, je vous laisse écouter. d'accord. Beauty has been sad. Par exemple, etc. Sad often. Il y a plusieurs. Beauty has been sad Bon, often. Et après, mais les différentes vitesses, vous les faites comment? c'est juste moi-même. C'est vous-même, d'accord, ok. Oui, Donc c'est c'est la pas- façon de prononcer, c'est un enregistrement Oui. brut là. C'est juste. Ok, un ok. instant. Et après, il y a plusieurs modèles IA. Oui, Par exemple, on peut essayer quelque chose, peut-être voir. Après, je vais ok, montrer. montrez. Beauty has been sad often. Beauty has been sad often. Beauty has been sad often. Ça, quand j'utilise quelque chose d'autre, par exemple guitare, c'est tout. Oui. Ça. Pourquoi pas? Beauty has been sad often. Beauty has been sad often. J'arrive pas trop à saisir le modèle guitare, mais bon, ok. Non, c'est le timbre de guitare. Ah, le timbre, ouais. Et par exemple, on peut avec Organ, orgue. ouais. Beauty has been sad often. Beauty has been sad. Beauty has been sad Ah oui. often. Enfin, c'est toujours la voix en premier avec un... Ok. En fait, il n'y a pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le modèle, mais je ne sais pas si Ok. il a mis des choses. Et l'autre manière de son, c'est pour input, c'est ça, par exemple. Oui. Ouais. Oui, donc c'est une multiplication de voix. Donc, Ok. c'est comme input. Non, je le fais. C'est avec chant. Oui, libre, le programme chant. Oui. Ok.
Et donc l'étape suivante, si on peut... Et après, Oui. je peux vous montrer. Oups, pardon. Alors, Ça commence avec un cri. oui. Un moment, je vais vérifier si. D'accord. Ah, peut-être c'est aussi ici. Scream. Scream, oui, vous l'avez ici. D'accord. J'utilise plusieurs modèles ensemble, mais par exemple, la guitare, c'est. Au vocal. Ok. En fait, l'eau aussi. Percu, j'utilise aussi. Ouais. D'accord. Mais dans le contexte de la partition, ça donne quoi? Parce que là, on a comme des échantillons. Il y a tout ça, tout est en même temps. Oui, Ah, tout, d'accord, pour créer l'image globale. C'est tout là-bas. Remettez, oui, pour qu'on réécoute ça. On peut faire comme ça. Donc, c'est magnet. Mhm. Et après, c'est... Pardon. Ah, j'ai entraîné en fait un modèle moi-même. Oui. C'est le cœur. Mhm. Et Je vois, c'est c'est ça. marqué, oui, a cappella. Ouais. Ok. Il y a plusieurs versions de ça ensemble, guitare, mais tout ensemble. Je suis toujours ça sceptique fait... sur la guitare parce que je ne le reconnais pas vraiment. Oui, tous ensemble, ça fait. Continuez. Ok. Bon, donc ça avance aussi. Bien. C'est donc un deuxième extrait de ce cours du soir, Frédéric Durieux. Moi, j'ai envie de demander à Benguizu Under, qui vient de se revoir pendant ces deux séquences, comment vous les voyez maintenant? Comment vous les voyez, ces deux séquences, ces esquisses de la première pièce et puis cette explication sur les différentes pistes du cri que vous avez vous-même créé, Benguizu? Donc, je suis une personne curieuse en général. J'aime beaucoup demander des questions. Le professeur Durieux sait très bien. Et j'aime aussi chercher de nouveaux matériaux, nouveaux moyens d'expression en tant que compositrice. Mais mes cours avec le professeur Durieux, ces 3 dernières années, ont été très précieux. Parce que il a toujours accueilli mes questions, même si elles sont très longues ou compliquées. On a changé aussi beaucoup. J'apprécie ça vraiment. Oui, sur plusieurs sujets, une variété de sujets. L'usage
d'IA, de l'IA, ou réseau neuronaux, était un des sujets. Comment comprendre l'esthétique, comment approcher le musical, artistique, le sujet de IA. C'était un échange très intéressant. Et en fait, pour moi, j'ai commencé d'explorer cette nouvelle forme de synthèse sonore l'année dernière. Pour moi, dans mon travail, la question de l'utilisation de ce nouveau monde étonnant, c'est très intéressant, je trouve. Très intéressant, très inspirant. Oui. Merci beaucoup, Mengistu, de vous exprimer aussi en français. Alors, Frédéric, on parle beaucoup des outils pendant ce cours du soir, et puis j'imagine qu'avec vos étudiantes et vos étudiants, vous parlez beaucoup des outils, mais vous pouvez aussi leur montrer des choses, puisque vous êtes un compositeur expérimenté qui a forcément une boîte à outils, j'allais dire, y compris dans des modes de jeu, par exemple. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aussi ici, oui, effectivement, parce que bon, il y a différentes façons de montrer. On peut faire venir un instrumentiste qui vient montrer différentes qualités de l'instrument, c'est les registres, c'est ce qu'on pourrait faire ou pas. C'est assez ouvert au départ et ça manque quelquefois d'événements très concrets. Le mieux souvent, c'est quand un étudiant a déjà écrit un certain passage. Moi, ça arrive de leur dire, écoutez, là, je pense sincèrement qu'il y a quelques problèmes qui peuvent être ceci, cela. Allez voir un de vos camarades instrumentistes, parce que nous travaillons beaucoup avec les étudiants de l'ensemble Next, qui sont des étudiants qui se spécialisent dans l'exécution des œuvres contemporaines, puis il y a d'autres étudiants au conservatoire aussi, et ils peuvent voir directement avec eux ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas. Ce qu'on appelle les techniques étendues. Les techniques étendues de jeu. Et là, ce que nous allons voir maintenant, c'est que je leur ai montré certaines choses que j'ai faites dans des pièces ces dernières années. Et comme il y a un piano au conservatoire, que je n'avais pas pu vraiment ils n'avaient pas rencontré forcément certaines choses, j'ai décidé de mettre les mains dans la farine et de faire les choses avec eux. Et dans le piano. Il ne faut pas abîmer les pianos. Hein. Absolument pas. Non, il faut que ce soit absolument respectueux. Il y a différentes sortes d'actions et les actions dangereuses sont prohibées parce qu'un piano coûte cher. Donc on retourne dans votre salle de cours, mais on retourne un peu plus à l'intérieur, puisqu'on retourne à l'intérieur du piano cette fois. Exactement. Il y a quelquefois, dans des salles, ils n'aiment pas trop qu'on fasse ça dans les pianos, mais en fait, ça les abîme pas vraiment parce qu'on ne touche pas avec les doigts. Hein. Donc ça, c'est les fameuses cartes en plastique qui servent aussi bien les différents sons qu'on a dans Guiro de Lachenmann. Mais ça peut être très violent. Attention. Hein. Voilà. On peut faire des allers-retours. On peut contrôler la zone, surtout dans le grave, parce qu'on a de l'espace entre les cordes. Là, on va entendre la résonance de la note. Si on utilise un plectre dur, on peut faire des mouvements plus petits. Tu peux le voir. C'est pas toujours évident de contrôler le nombre, mais bon, c'est tout ce que vous trouvez aussi dans Concertini de Lachenmann ou Ça marche avec ça ou... On peut aussi, oui, si on se met entre deux cordes. Oui, mais il faut bien se mettre dans l'angle, comme ça. Allez-y. Et puis du coup, on peut faire certains... On peut contrôler les résonances, c'est-à-dire... Ah, pardon. On peut assez bien contrôler le temps de résonance. Ça peut renforcer certaines attaques dans des multiphoniques ou dans des sons un peu grinçants, molto sul ponte, sur les cordes aussi. Ça peut aider. En tant que tel, c'est pas intéressant en fait. C'est comment on va l'orchestrer, comment on va l'instrumenter, comment on va augmenter l'effet d'attaque, de résonance, le degré d'inharmonicité aussi. Alors bon, il ne faut pas trop toucher les cordes normalement. Il y a le système avec les doigts quand même, qui
permet d'avoir des harmoniques, plus ou moins inharmoniques. Alors l'avantage de ce piano, c'est qu'on sait que là, c'est un La, un Si bémol, donc on voit. Oui, Et après, si on met une pince à linge, mais alors une pince à linge en plastique hein, qui est dure, hein, parce que cette pince à linge en bois, ça ne fonctionne pas. Là, on va avoir une attaque qui est plus percussive. On n'a pas ça avec le doigt. Pardon. Si on fait une différence entre... C'est plus sourd. Ça dépendra si on met 2 doigts ou un doigt. Voilà. Et après, ça dépend si on met au-delà des étouffoirs ou avant l'étouffoir. Alors, c'est plus difficile d'en mettre 2. On peut en mettre un devant, un derrière. Je pense que j'en ai une autre normalement. Allez, oui, il faut toujours mettre la pédale, hein, par contre, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne sais plus où j'ai mis une autre. J'avais une autre pince à linge, mais c'est ça le mystère. Voilà, ici. Donc, si on met notre pince à linge, il ne faut pas la mettre juste à côté parce que ça risque de faire des bruits parasites. L'avantage, c'est que théoriquement, surtout sur les cordes graves, c'est que ça se met vite, quoi. Et ça se retire assez rapidement également. Donc ça, c'est pratique pour le pianiste. Et quelle harmonique vous conseillez d'utiliser? Alors, si vous voulez une harmonique précise, il faut la repérer à l'avance. Et au besoin, on peut mettre une petite pastille comme ça, colorée, qui fait que... Voilà, on va retrouver celle-là, sur le La. Alors, il y en a qui sont plus ou moins harmoniques. Celles avant, les étouffoirs, elles sont plus inharmoniques. Plus on va aller dans le grave, plus on va avoir des harmoniques plus harmoniques, normalement. Plus ou moins. Donc, on ne peut pas viser comme ça rapidement. Ça veut dire que si on veut, dans des endroits précis, avoir des résonances précises, il faut mettre des petites pastilles comme ça, juste de couleur. L'autre façon, qui est pas mal non plus, qui demande un peu plus de préparation, c'est de prendre des fils en coton mercerisé, c'est-à-dire qu'ils sont assez solides, de couleur assez vive, parce que c'est plus facile à voir. Et vous placez là où, où vous avez repéré la note, et vous faites un nœud, vous coupez un petit peu, ça s'enlève bien après avec... il faut une petite lame de rasoir, quelque chose comme ça, pour l'enlever après, parce qu'il ne faut pas que ça reste sur le piano, pour les suivants. Mais là, vous pouvez aussi avoir très rapidement la note que vous souhaitez. Frédéric Durieux, être professeur de composition, ça mène à tout. Hein. Oui, encore. On avait fait d'autres tournages. J'ai un marteau en bois, j'ai toutes sortes de choses. Oui. Alors, on va quand même maintenant arriver à l'aboutissement de cette première pièce dont nous avons vu une séance de travail avec vous. Peut-être que je vais demander à Benguisou Under de présenter en quelques phrases la pièce que l'on va écouter en extrait. Ça s'appelle Pillars of Creation. C'est l'ensemble intercontemporain et l'ensemble Next, enfin des solistes des deux ensembles avec Kirian Friedenberg. Ça a été enregistré, bien sûr, filmé ici. Peut-être vous pouvez nous donner quelques pistes sur cette pièce dont on va écouter un extrait. Oui. Donc, l'idée de départ pour Pillars of Creation vient de deux points de recherche compositionnelle pour moi dans ce moment. Le premier, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. C'est la génération de séquences des accords. Donc, la question de recherche compositionnelle, c'était utilisant l'aide d'ordinateur, est-ce que ce serait possible de contrôler le couleur harmonique, la trajectoire de la couleur harmonique un peu mieux, un peu plus clair. Donc, c'est une recherche. Mais je voudrais aussi dire que, comme le professeur Durieux toujours nous dit, l'harmonie, ce n'est pas juste sélection des accords.
Donc, c'est toujours combinaison d'autres matériels, oui, en fait, tout, combinaison de tous dans la pièce, dans le contexte, instrumentation, orchestration. Donc, c'est juste la première étape possible de point de départ. Donc, le deuxième point, c'est mon intérêt sur la cognition et perception. À point de vue de moi, comme compositrice, celui de l'auditeur. Je recherche, je me demande comment je peux varier la cognition et mémoire musicale de l'auditeur, la perception du temps dans le flux musical. Donc, ce sont été les deux points de départ. On se plonge pour quelques minutes dans un extrait de cette pièce, Pillars of Creation. Merci, Benki Zuender. C'était donc un extrait de cette pièce de Benki Zuender, Pillars of Creation, Kerian Friedenberg qui dirigeait les solistes de l'ensemble intercontemporain avec l'ensemble Next. On voyait bien ce beau mélange de générations. Frédéric Durieux, est-ce que vous avez retrouvé dans la pièce des choses que vous aviez déjà abordées dans les séances de travail avec Benki Zu? Comment ça a évolué? Alors un certain nombre, d'ailleurs, quand on écoute l'enregistrement en entier, qui sera mis d'ailleurs en lien à cette vidéo, on va retrouver, enfin moi je retrouve pas mal de choses, notamment dans le début de la partition, c'est ce qu'on a vu plus tôt au début avec le Open Music. Donc oui, c'est vrai qu'ayant suivi le processus, je retrouve certains éléments
certainement absolument pas audible pour le public, ce qui n'a pas d'importance en fait. Ce qui est important, c'est comment on peut s'aider à organiser le temps, parce qu'une partition, c'est une question de temps, d'espace, qui est l'espace temporel, c'est aussi l'espace des registres, c'est l'espace des densités. Et donc, il faut trouver les moyens de s'aider, de trouver comment on peut développer l'ensemble de ces idées. Et surtout, ce que j'ai vu là, effectivement, c'est qu'au fur et à mesure des discussions, qui sont longues, qui se passent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on finit par avoir une réalisation. Et cette réalisation, elle part bien de ce qui a été fait au départ par Benguissou. Moi, je suis là pour les aider à trouver le chemin qui est le leur. Le professeur de composition doit toujours disparaître. Je dis toujours qu'un bon professeur, pas tout de suite, mais un bon professeur de composition à la fin du processus doit se transformer en miroir, et à un moment il n'existe plus, et le jeune compositeur se voit lui-même et prend son envol pour mener son évolution. Alors nous allons maintenant nous tourner vers Kenta Onoda, compositeur japonais qui est né en 1996. Et là on va aborder une partition un petit peu plus avancée dans le processus. Alors c'est un travail encore différent. Oui, là il y a les premières semaines de travail sont passées et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui va poser des problèmes puisque certaines idées sont déjà bien cernées par Kenta, mais il faut être sûr que maintenant la réalisation par la notation correspond bien à ce qui était le début de ce projet. Il y a la notation et puis aussi le travail avec les interprètes, particulièrement pour ce projet, parce qu'il y a une guitare électrique, il faut travailler avec il est recommandé de travailler avec l'interprète, c'est ce qu'il a fait. Oui, vous savez, travailler avec l'interprète, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas tellement dans ma génération, parce qu'on travaillait sur des matériaux qui étaient plus conventionnels et qui étaient naturellement contemporains de l'époque, mais pas si éloignés de certaines textures. On pouvait apprendre beaucoup de choses simplement en regardant, en lisant beaucoup de partitions, en allant en concert, en allant aux répétitions. Ça permettait d'apprendre très bien. Mais le développement de techniques sonores complexes fait qu'il faut au maximum travailler avec les interprètes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les technologies qu'on utilise aujourd'hui pour notamment tous les sons électroniques demandent un apprentissage, mais aussi permettent une expérimentation. La troisième chose, c'est qu'il faut aussi bien comprendre que ces dernières années, en fait c'est un processus qui a commencé il y a longtemps, mais au moins dans les 50 dernières années, il y a dans le monde sonore à la fois ce qui était le plus traditionnel, c'est-à-dire les notes, les hauteurs, mais après toute une déclinaison de sons, qui vont des sons extrêmement complexes, qui peuvent être faits par l'électronique ou par certaines percussions, où il n'y a plus de notes véritablement, mais des registres, des catégories de sons, et qu'il faut arriver à marier, à travailler tout cela. Donc effectivement, ça demande de l'expérimentation, et puis Kenta l'a travaillé pour la première fois, il nous expliquera ça tout à l'heure, avec la guitare électrique, et donc il était important qu'il s'approprie l'instrument, savoir comment on pouvait écrire pour lui pour transmettre les idées qui étaient les siennes. Frédéric, on retourne dans votre salle de cours, cette fois avec Kenta Onoda. Ah oui, vous vouliez commencer sur un certain nombre de figures. Ouais. Bon, je sais bien que vous avez commencé à copier, mais enfin on regardera ça après. Ça, c'était des harmoniques de guitare, c'est ça hein? Ouais. D'accord, donc là vous écrivez directement. Oui, parce que vous avez fait la géographie, si j'ose dire, de toutes les harmoniques possibles, d'une part, en trouvant les différents doigtés. Et puis, on doit avoir un résumé. Je pense que vous aviez fait un résumé. Une fois, vous avez commencé à montrer ça. J'ai raté. Et ça se trouve voilà. ici. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est toutes les harmoniques que vous avez, parce que vous voulez utiliser d'une part les harmoniques pour la guitare électrique, c'est ça, et puis après tous les sons qu'on va regarder après sur le clavier déclencheur. Ok, bon. Vous avez vérifié c'est-à-dire vous avez pris une guitare, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, j'en ai acheté une et j'ai essayé par moi-même. C'est plus sûr. C'est ça, ouais. Vaut mieux faire confiance à quelqu'un en qui on croit. Donc au moins, c'est ce que je peux faire, les instrumentistes peuvent faire. Oui, normalement, parce qu'ils sont quand même meilleurs guitaristes que vous. Oui. Logiquement. Oui, logiquement. On peut espérer en tout cas. Bon, donc ça c'est bien. Ok.
Bon, mais parce qu'il peut y avoir des positions assez tendues. Et après, vous avez dû remarquer, je pense, que plus on va être dans des harmoniques aiguës, c'est-à-dire parce que, bon, bah, effectivement, l'octave, ça marche, la quinte, etc. La tire. Mais dès qu'on commence à être après la septième naturelle, par exemple sur Do, si on a si bémol, fa dièse, ou sur Mi, c'est le Ré un peu bas, et puis le La dièse, ou Si bémol un peu bas, ça commence à sonner parfois moins fort déjà. Tout à fait. Donc vous devez avoir, parce que je vois que vous voulez faire des accords d'harmonique avec 2, 3, voire 4 harmoniques. Ouais. Donc il y en a qui vont sonner moins fort. Donc cette inégalité de son, ça ne vous gêne pas du tout. Bah si, mais en fait, grâce à... Ah, comment ça? L'amplificateur. L'amplificateur. Oui, ouais. voilà. Ouais, donc grâce à l'amplificateur, bah, ça Donc donne... ça veut dire qu'il faut contrôler avec Ouais. la pédale de volume. C'est ça, ouais. D'accord, mais ça, vous le laissez faire par l'instrumentiste pour qu'il sache... Ouais. ok. Et vous faites une transformation sur ces harmoniques? Bien sûr, ouais. Donc, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais, donc je veux ajouter... ouais, en fait, c'est marqué sur la partition. Donc je veux... Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est là, dans ce que vous avez commencé à graver. Ouais. Oui, parce que... Donc ça, c'est les doigts et ça, c'est le résultat. C'est ça. Et tout sonne une octave en dessous. Ouais. Oui, puisque vous avez mis le 8. Et là, vous avez l'explication de la pédale. Donc mettez un peu moins petit, s'il vous plaît, parce que je puisse regarder un petit peu... voilà. Oui, donc avec en plus les transpositions, puisque vous avez le pitch shifter. Donc c'est soit quinte au-dessus, soit quinte en dessous. Donc ça veut dire en haut, et sur la ligne du dessous, ça veut dire en bas, c'est ça? Ouais. Et quand c'est ordinario, quand c'est à l'octave réelle, comment vous faites? Vous n'avez plus rien, vous mettez off? Ouais, bah, sinon je... Ah, en effet, ici, j'utilise que les quintes au-dessus. Oui, donc, oui. Donc la ligne supérieure, ça veut dire sans transposition. Ok. Ouais. Ok, bon, d'accord. Oui, donc c'est assez précis au niveau des pédales. Bon, c'est des pédales séparées qu'il a, lui, il n'a pas un rack, hein, je crois. Non. D'accord, ok. Ouais. Ouais, il faut dire qu'après, ça coûte assez cher. C'est ça. Parce que maintenant, il y a des racks qu'on peut même contrôler par ordinateur, enfin, etc., etc. Ok, donc ça commence à être précisé. Vous voyez quand même le guitariste de temps en temps? Ouais. Oui. Ouais. Il a commencé à jouer les premières choses? Oui. En fait, on a déjà eu une séance pour essayer des harmoniques. Et oui, il a fait pas mal. Bon, ok. Très bien, donc ça c'est bon à savoir. Bon, donc je vais considérer que ça fonctionne. Ouais. Je vous fais confiance. Bah, si vous l'avez contrôlé, normalement ça doit aller. Donc ensuite, quand vous faites vous mettez dans cette première partie un certain nombre de figures ascendantes. Ouais. C'est qui joue ça? Donc sur la première page, c'est l'instrument les instruments qui commencent à faire entendre ces figures, c'est le piano ici à la 6e mesure et le violon. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ce que vous avez. Ça, c'était votre matériel de départ, c'est ça? C'est ça, ouais. Attendez, je m'y retrouve un peu. La confiance n'exclut pas le contrôle, alors je regarde. Ah oui, ça y est. Ouais. D'accord. Et il y a aussi des mouvements contraires, c'est-à-dire descendants. Oui. Ça, j'ai vu plus tard que vous faisiez ça. Donc ça, c'est ce qui va considérer ces deux instruments. Comment vous intégrez la partie de saxophone qui est transposée ou en ut? La partition est comment? La partition en ut. Ah oui, c'est marqué. Ouais. Très bien. Merci de le marquer à chaque fois. Et marquez-le toujours aussi dans la page de l'instrumentation. Oui, bien sûr. Là, vous avez le détail des instruments, parce que les gens parfois regardent comme ça un peu rapidement, mais c'est bien d'avoir l'information très précise en deux endroits. Ouais. Ok, donc ça c'est du réel. Donc on a des... Remontez un petit peu, s'il vous plaît, que je puisse voir... Ok, je vois tout là. Ça me permet de voir...
Hop, la guitare fait pour l'instant un dièse. Oui, c'est des hauteurs complémentaires d'une certaine manière, tout ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de chant harmonique avec des doublures. C'est ça? Non. Au début, pas du tout. Peut-être après, mais enfin, ça on verra. Ok, donc ça c'est clair, ça fonctionne. Bon, vous avez mis les doigtés des multiphoniques, ça marche. Ouais. C'est l'écriture des traités édités par Bärenreiter. C'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Vous avez noté pour vous les numéros des multiphoniques? Non. Ça c'est pas prudent. Ça permet de les retrouver beaucoup plus vite quand on est en répétition. Ouais, vous avez raison. Et surtout s'il y a une zone commune à plusieurs multiphoniques, parfois c'est intéressant d'en trouver un autre où tout à coup on se dit tiens, on peut faire un tri ou une espèce de bisbigliando, on a juste un doigt bougé. On peut l'essayer aussi directement, mais quelquefois en regardant un autre multiphonique qui est proche, ça peut aider. Okay. Bon. Petite question subsidiaire, pourquoi vous avez choisi ce multiphonique-là, par exemple, au début, harmoniquement? Ça? Oui. Ouais, en effet, disons que ce multiphonique est une espèce de disons, faux harmonique sur la note de Ré. Oui. Et donc la note Ré, ça correspond à la note, à la première note. À la note qu'on trouve aussi à la guitare. Bon, là, oui, tout à fait. Ouais. Ok, c'est bon. D'accord. Ok, ça, je comprends maintenant un peu mieux. Très bien. Alors, on peut regarder la page d'après. On va regarder après les figures, tout ça, parce qu'il y a donc les figures ascendantes, si j'ose dire, les répétitions au clavier MIDI, les cloches de vache. Vous avez de la chance parce qu'ici on en a beaucoup, mais attention, on n'a pas partout beaucoup de cloches de vache. C'est comme une spécialité assez française. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ma maman Messiaen avait travaillé avec les percussions de Strasbourg et ils avaient utilisé des cloches de vache, et puis c'est quelque chose qui est resté pas mal dans les instruments qu'on peut trouver dans les magasins de percussion dès qu'on a un groupe de percussion assez bien formé, parce qu'ils avaient quand même il n'avait pas loin de 3 octaves, hein, quelque chose comme ça, 3-4 octaves. Il fallait 3 percussionnistes pour jouer. Parce que les premières cloches sont comme ça et les dernières sont comme ça. Bon, on voit ça dans les couleurs de la Cité Céleste. Il explique la répartition, etc. Il y avait 3 percussionnistes rien que pour ça. Ok, donc on continue sur les harmoniques. On va regarder après le master tune, tout ça. Pour l'instant, je regarde évidemment. Donc il y a aussi le vibraphone qui participe aux figures. Mais là, vous utilisez un champ harmonique pour ça. Quand vous êtes, par exemple, ici, quand vous faites ce mélange, comment vous arrivez à concevoir un peu ça? Parce que je vois qu'il y a le fa dièse qui est pas mal commun. C'est un peu au hasard ou c'est comment vous essayez de concevoir ça quand même? Alors en fait, donc c'est fait. Bon, presque toutes les figures ascendantes ou descendantes au niveau de la hauteur, c'est basé sur le diatonisme en fait. Oui. Ouais, car. Oui, non, mais je le vois là, si, do, dièse, ré, mi, fa, dièse, sol, par exemple, sur les notes aiguës. Mais l'octaviation, par exemple, que vous faites ici, vous la... comme parce que vous avez envie. C'est ça, oui. Donc il y a une échelle diatonique, j'allais dire structurelle, et après dans la figure, vous déplacez oui, c'est ça. pour, selon les résonances que vous avez décidé de mettre. Oui, c'est ça. Et là, sol, fa, et puis ici on a la, sol, fa, mi. Voilà. Donc c'est plus ou moins la même échelle. Et les autres notes qui se greffent, elles sont en plus, celles qui sont en dessous. C'est un ajout où il y a aussi une échelle différente. Parce que je vois pas forcément grand-chose d'ailleurs, mais enfin ré dièse, mi, fa dièse, entre les deux, sol, la. C'est la même échelle que vous... Oui, mais en fait, donc, les notes supérieures, c'est basé sur le diatonisme, mais en même temps, il y a des notes qui parasitent, disons. Et ça, c'est vous qui choisissez? C'est ça, oui. Des greffes, moi je dis. Comme si on greffait quelque Ouais. chose, vous savez, dans les plantes, où, on fait des greffes pour créer quelque chose d'autre. Okay. Oui, bah, ça c'est bien parce que comme ça colore harmoniquement. Et puis ça permet de ne pas entendre trop simplement cette espèce d'échelle. Les structures, c'est pas fait pour être entendu directement. Hein.
C'est fait pour être structure, pas autre chose. D'accord. Et quand vous allez additionner après ces différents multiphoniques, Ouais. donc c'est quoi? C'est aussi le modèle d'une espèce d'échelle ascendante, mais qui est tordue du fait des multiphoniques? Tout à fait. Et vous avez choisi vos multiphoniques en fonction de ces échelles? Oui. D'accord. Donc ça fait un sacré travail de catalogue, parce qu'il y en a tellement dans les deux livres en question que... Est-ce que vous savez si tout fonctionne bien pour les instrumentistes, ou pour l'instant on verra? On verra. D'accord. En plus, oui, il y a tout. en fait, j'ai aussi une clarinette et un saxophone. Mais, Chez vous? Oui, oui. Ah oui, mais Ouais, quel ouais. saxophone? Parce qu'ils ont... À le temps quand même. on fait pas... En l'occurrence, c'est soprano. C'est soprano, parce qu'ils Ouais. font pas... On n'a pas les mêmes... Non, on ne pas peut du pas tout, transposer pas les du mêmes... tout, ouais. c'est vraiment différent Ouais. chaque fois. C'est curieux parce que les touches, enfin les clés sont absolument les mêmes, mais la résonance du fait de la taille de l'instrument fait que on n'a pas les mêmes, peut-être quelques-uns qu'on arrive à faire passer d'un saxophone à un autre, mais souvent on est obligé de refaire. Moi j'ai fait comme ça une pièce avec une version baryton, puis une version ténor, et il a fallu refaire tous les multiphoniques, parce que ça ne fonctionnait pas. Ouais, ça arrive. Voilà. Mais bon, heureusement, j'avais travaillé avec un saxophoniste qui avait commencé le travail, mais c'est vrai qu'il avait fallu faire ça. OK. On fait une autre page, s'il vous plaît. Vous pouvez déplacer un peu la flèche que je vois. C'est un fa dièse, oui, OK, ça y est, c'est bon. Excusez-moi, ça me prend un peu de temps. Très bien. Bon, si on repart un peu à zéro, même franchement à zéro, on a vu donc une partie ici des gammes, enfin, l'autre partie de la polyphonie, c'est-à-dire, on va écouter après, mais les claviers MIDI, bon là ça répète ici. Alors, les sons synthétiques sont enclenchés parce que joue le clavier MIDI. Ouais. C'est ça? Ouais. Bon. Donc vous avez un score follower, enfin un suivi de partition. Dans la partie, vous avez fait une partie électronique avec un suivi de partition? Ah, non, en fait, la partie électronique, il y a que les fichiers son. Parce que quand vous enclenchez ce son-là ici, Ouais. il est enclenché par le jeu du clavier MIDI. C'est ça, oui. Ok, donc dès qu'il joue, en fait, ça enclenche. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est des fichiers son que vous avez préparés par ailleurs. C'est ça. Et la synchronisation est approximative parce qu'on n'aura pas exactement, si c'est un enregistrement, donc il est fixé. On peut espérer effectivement qu'on soit exactement à 96, mais vous avez fait votre fichier son. Ok. En fait, j'avais mal compris. Oui. Oui. Voilà, parce que j'ai besoin de problèmes de synchronisation. Non, en fait, la ligne de son synthétique, ça montre que simplement le résultat du jeu du clavier avec le synthétiseur. Parce qu'on a le master tune. Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est faire entendre la descente progressive. Et comment vous avez la graduation de master tune? C'est à l'oreille qu'on va faire le... Oui, mais en fait, grâce à la potentiomètre, on peut régler plus ou moins de la manière précise. Ouais. Et donc, vous avez choisi ce clavier-là, ou c'est celui qu'on avait ici, quoi, qui fonctionne bien? Ouais. Ok, bon. Ok, d'accord, je vois le type d'appareil. Ok. On prend la deuxième page. Ouais. Est-ce qu'il y a des motets au violon aussi? Ah oui, pardon, je voudrais retourner au violon, s'il vous plaît. Voilà. Oui, c'est pareil, ok. J'ai compris. Ça y est, c'est bon. On passe à la suite. Donc, toujours ces figures ascendantes ou descendantes. Ok. Et les points d'harmonique et les espaces entre ces sons de jouer à la guitare, c'est toujours forte, non? Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Ok, c'est forte sempre. Enfin, j'ai cru voir ça. Ces piliers ici, harmoniques,
Là, je n'ai pas regardé comment ça fonctionnait depuis le début. Je peux voir un peu? C'est quoi? C'est aussi une forme... Est-ce que c'est plus zigzagant, là, en déplacement dans le registre? Ok, mettez-moi le troisième. Et donc, ces espaces harmoniques, le nombre de temps, par exemple, c'est quelque chose que vous avez programmé dans un processus ou c'est plus ou moins inégal? Et c'est en fonction de quoi que vous changez? Alors, en fait, c'est les intervalles entre les accords, c'est manipulé. L'espace de temps, vous voulez dire? Oui, d'une manière très intuitive. Mais quand même, j'ai essayé de varier. À chaque fois, oui, c'est varié, ça j'ai bien compris. Ouais. Donc ça, c'est bien parce que c'était. Enfin, la régularité peut avoir ses charmes, mais et ça vous permet comme ça justement de développer plus ou moins longtemps des autres figures ascendantes ou descendantes, c'est ça? C'est ça. Ok. Baguette dure. Vous êtes sûr de ça? Bien sûr que si. Oui. Mais ça veut dire quoi, baguette dure? Pas grand-chose. Parce qu'il y en a au moins 2-3 sortes. C'est laissé à la discrétion de l'interprète. Mais en même temps, oui, pour dire que ce soit, faut pas que ce soit trop mou. Enfin, il faut que l'attaque soit précise, en fait, parce que vous mettez un mezzo-piano. Ouais. Est-ce que ce mezzo-piano, normalement, il devrait être là, non? C'est pour le vibraphone? Oui, mais en fait, il y a une autre voix qui suit sur... Ah d'accord, c'est parce qu'il y a deux voix différentes. Ouais. Ok. Donc c'est juste pour le mi qui est mezzo-piano, et après vous avez piano, etc. Oui. Bon, vous auriez pu mettre mezzo-piano, laisser vibrer et mettre le piano en dessous. Hein, oui. Bon, enfin, souvent ils ont l'habitude d'avoir la dynamique en dessous. Et oui, d'accord, si, il y a la pédale. Ok. Donc ici, sans pédale, c'est pour ça que c'est piqué, et après, on a la pédale. Non, c'est impeccable. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est clair. Frédéric Durieux, dans cet extrait assez long de ce cours avec Kenta, vous insistez beaucoup sur des questions de notation. Oui. C'était quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup, sur la façon de considérer l'objet musical aujourd'hui. Encore une fois, c'est par la notation. Enfin, je pense que ça a toujours existé, en fait. Mais la complexité des objets sonores que nous utilisons aujourd'hui, la variation des techniques de mode de jeu, des différentes actions, en plus, quelquefois, il y a des notions de premier plan, deuxième plan, troisième plan, ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on se transforme la partition dans une espèce de surinformation inutile et finalement une bouillie. Il faut être sûr, ce qui est surtout là le travail que j'ai fait ce jour-là, c'est un travail de surveillance, si j'ose dire. C'est parce que je commence à avoir une partition qui est imprimée et je veux être sûr que l'ensemble des informations sont utiles, qu'il n'y en a pas trop ou pas assez. Et je vais de temps en temps, j'ai un zoom, je regarde telle ou telle partie toute seule en comparaison avec d'autres pour vérifier que l'ensemble n'est pas en train de s'autodétruire d'une certaine manière. Et là, c'est surtout que c'est une écriture très détaillée qu'utilise Kenta, et donc je voulais être sûr que personne ne se marchait sur les pieds ou faisait disparaître une information. Et déjà, c'est très bien fait dans ce travail-là. Donc c'était pour moi important de bien vérifier que par la notation, on va donner les informations nécessaires. Il faut qu'elle soit à la fois suffisante et nécessaire, absolument utile à chaque fois. Les instrumentistes entendent très bien quand quelque chose est fait au hasard. Et quand il n'y a pas de réaction d'ailleurs du compositeur, parce qu'il ne remarque pas les différents problèmes. Et là, ça peut être terrible pour lui d'ailleurs, parce qu'il y a un désengagement total. Donc il faut absolument que ce qu'on leur donne comme matériau qui est par la partition, ils puissent exprimer, d'ailleurs, donner une interprétation des sons qui sont prévus par le compositeur. Vous avez commencé, Frédéric Durieux, à aborder à l'instant la question de ce qu'on pourrait appeler la musique mixte et des nouvelles technologies. La musique mixte, on peut peut-être appeler en une phrase. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait depuis les années 50, c'est-à-dire à partir du moment où on va mélanger des sons qui sont au départ sur une bande magnétique et puis qui vont trouver différents supports, mais des sons électroniques qui ne fonctionnent pas avec des hauteurs fixes telles qu'on les connaissait auparavant, et des instruments qui jouent des notes, avec des notes aujourd'hui plus ou moins
diverses du fait des modes de jeu qui ont été en augmentant. Donc il faut, là aussi, il y a toute une série de questions qui vont se poser, de synchronisation, d'être sûr que là aussi, les deux mondes qui sont quand même très divers fonctionnent ensemble, par complémentarité, mais fonctionnent ensemble. Quelquefois, le danger dans une pièce dite mixte, où il y a des sons électroniques et instrumentaux, c'est qu'on peut avoir une pièce instrumentale qui est assez intéressante par là, et puis une pièce électronique qui est assez intéressante par là, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Et là, c'est tout le travail. Il faut dire qu'au sein du Conservatoire de Paris, vous n'êtes pas le seul à travailler sur ces questions. Bon, vous êtes plusieurs professeurs de composition, mais aussi pour les nouvelles technologies. Oui, on est plusieurs professeurs de composition. Donc, en ce moment, il y a Clara Iannotta d'une part, Stefano Gervasoni, Gérard Pesson vient de partir à la retraite. Et puis, ça, c'est pour les classes dites de composition instrumentale. Et puis, il y a une classe qui est dévolue à la formation de toutes les nouvelles technologies appliquées à la composition. Donc, nous avons eu Luis Naon pendant un bon moment, là, qui est parti à la retraite. Il y a Yann Marèche, qui est le professeur, et puis Roque Rivas, qui est actuellement le seconde. Donc, eux, ils ont des compétences beaucoup plus profondes que sont les miennes, au point de vue électronique. Donc c'est eux qui, quand je récupère, si j'ose dire, le travail qui a été fait avec ces professeurs-là, je sais que je ne vais pas aller au-delà d'un certain seuil parce que je sais que le travail a été bien fait et avec de grandes compétences. Par contre, dès qu'il y a ce mélange entre ces deux mondes, là, il faut que j'intervienne, même si mes collègues peuvent le faire également. Mais il est important que tout le monde mette son oreille ici et là. Alors, on va revenir dans votre cours en se mettant autour du clavier déclencheur, si je puis dire. Exactement. On y retourne. Bon, on peut regarder un peu justement sur les types de sons du clavier. Oui. Ouais. Parce que vous avez travaillé, je crois, avec des sons modulation de fréquence, non? FM? Oui, vous utilisez FM 8, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais c'est plutôt pour avoir des sonorités très typées, dans les années 80 surtout. C'est très typé. La modulation de fréquence, c'est très typé. Ouais. C'est pas, ça s'utilise encore, il n'y a pas de raison de tout jeter à la poubelle. Bien sûr. Oui. Mais donc, par exemple, on commence par une sonorité de cloche numérisée, disons. Ça ne me rajeunit pas, dirons-nous. Mais sinon, le fameux piano électrique. Oui. Ouais. Bon, ça c'est votre côté années 70. Un petit peu. Oui. Vous n'étiez pas né? Non. Vous avez de la nostalgie donc d'un temps que vous n'avez pas connu. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon. Et pourquoi? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. De toute façon, la musique de cette époque-là, me charme depuis toujours. Moi, je suis toujours attiré par... Le côté un peu comment dire, un peu, soit un peu funky, soit un peu, comment dire, post-disco, c'est ça? Ouais. Bon. Ouais. C'est votre côté Earth, Wind and Fire. Ah oui, c'est voilà, ça. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, je comprends. Ouais. En plus, ce qui est pas mal avec, ce logiciel, c'est qu'on peut avoir plusieurs effets. Par exemple, à la fin de la pièce, je compte utiliser une sonorité de piano électrique avec des effets. De pédale whammy. Ouais. Voilà, donc un effet de trémolo. Sinon, on va voir comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon. Est-ce que vous avez la possibilité de nous faire entendre les premiers sons que vous utilisez là, dans la pièce? Parce que on a ce mélange là qu'on voit entre... Ça, c'est dans l'ordre que vous voulez utiliser, c'est ça? Oui. Vous avez déjà fait votre liste pour ce qui est déjà copié, d'accord? C'est ça. C'est pour ça que c'est whammy, one, two, etc. etc. Faites voir, alors refaites écouter ce son, s'il vous plaît. Donc, ok, donc c'est... c'est cette page-là. Voilà. Donc il y a aussi... Est-ce qu'on aura en même temps le piano qui va faire des harmoniques? Ensuite, ça. on a la guitare électrique avec les effets qu'on a vus avec le pitch shifter et le chorus léger, etc. Ouais. Ok, on a aussi la percussion. Ok, enfin, j'essaie de me remémorer tout parce que vous m'avez agrandi. Ok, bon, écoutons un peu alors.
C'est à peu près les sons que vous voulez au début, c'est ça donc. Voilà, et ça vous faites. Oui, c'est un système qui est uniquement. Ouais, ça marche pas mal. Oui, oui, ça se contrôle assez. C'est souple. Ouais. Ah oui. Et vous avez une espèce de. Ouais, donc on peut visualiser. On peut visualiser aussi, ce qui peut aider pour voir si on est continu dans le mouvement. Ouais. Ok, alors comment on. Oui, le moins un quart, on le fait à l'oreille, quoi. Ouais. Ok. Bon, il faut que le retour soit bien fait pour l'instrumentiste. Bon, ok. Le son d'après, qu'est-ce que vous avez donc en numéro 2 ? Numéro 2. Oui, c'est le piano électrique. D'accord. Ouais. Donc c'est là où on va voir Rémi, etc. Ouais. Et là aussi, il y a le contrôleur. Ouais. Ici, ça fonctionne à chaque fois dans ce programme. C'est quelque chose qu'il faut préciser dans le son, qui est on-off. Comment ça fonctionne, en fait, le contrôleur? On peut le mettre sur tous les sons? Oui. Donc, en fait, vous voulez dire la sonorité, le programme? Oui, non, mais je veux dire, en fait, c'est l'espèce de detune que vous faites à chaque fois. Ah, ouais. Parce que ça, moi, je sais que parfois, on est obligé de le programmer spécialement, d'avoir un pitch wheel, par exemple, d'avoir par la roue une façon de changer les hauteurs. On peut donc gérer l'amplitude, d'ailleurs, plus ou moins. Parce que je n'ai pas ce système-là, mais qui fonctionne bien, effectivement. Ouais. En fait, c'est programmé dans le logiciel. Vous voyez, c'est ça. Oui, Master Tune. Oui, je vois très bien. Ouais. OK. Et donc, ça permet d'aller un demi-ton plus bas, sinon un demi-ton plus haut. D'accord. Ouais. Ouais, d'accord, ça y est, je comprends. Ah oui, donc ça marche pas mal. Ouais, c'est même bien fait. Bon, c'était pas du tout comme ça dans les DX7, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est FM8, c'est amélioré. Très bien. Ok, vous pouvez montrer un des sons suivants, s'il vous plaît? Ouais. Donc c'est. Faites voir des sons très très différents que vous avez. Donc oui, c'est le piano électrique, oui. Ok, avec une espèce de phasing. Ouais. Ok. Le phasing, c'est aussi quelque chose que vous avez réglé dans la programmation du son. Ok. Bah, sinon, un son très différent, ça doit être par exemple. Ouais. Ah, vous avez fait la liste. Ouais. Tout. Ok. Ouais. Okay. C'est quoi ça? Comment vous l'appelez? Orgue électrique. Ah, c'est l'orgue électrique avec le chorus delay. Okay. C'est ça, LFO. avec flanger. Ok. Ouais. Oui, avec l'inévitable flanger. C'est ça. Bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les guitares électriques pour voir. Bon, mais enfin, ça, on le rate dans l'enregistrement final avec le concert. Ouais. Et le mixage entre tout ça. Parce que, encore une fois, chaque son est important, mais il est naturellement relativisé dans le contexte dans lequel on va se trouver avec tous les autres. Un son en tant que tel, ce n'est pas forcément intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est d'une part la polyphonie que vous avez créée. Il faut donc que les sons soient suffisamment repérables pour être perçus dans la polyphonie. Donc il faut que la polyphonie soit assez claire. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop chargée, mais là c'est bien, dans ce que je vois, dans la densité. Et les sons suffisamment marqués pour qu'on puisse entendre les différentes lignes. Vous savez, c'est ce qu'avait fait Ligeti dans le premier concerto de piano, en fait. C'est plus dense encore, dans le premier, il n'y a qu'un concerto de piano. Au début, c'est ça que je voulais dire, le premier mouvement. Mais il fait une polyphonie de rythmes, mais ils sont justement très perceptibles parce qu'ils sont placés dans des registres bien différents, avec des sonorités, des groupes différents. Et ce qui fait qu'on n'entend pas un magma, on entend quelque chose de dense, certes, mais on entend que chacune des voix a son apparition, sa disparition, sa longueur, et ça permet de faire entendre la polyphonie. Okay. Parce que ça peut donner des polyphonies très indifférenciées assez rapidement. Donc. Mais là, je trouve que vous avez bien géré ça me semble en tout cas bien juste ce qu'il faut comme densité. Et remettez-moi la vitesse, pardon, c'est 96 au début. Hein. 96, tout à fait. Je suis trop lent. Il faut que je vérifie. Vous savez, ma manie d'aller chercher mon métronome. Mais bon, je ne vais pas me refaire. Hop. Silence. 96. Qu'on voit un peu vraiment ce que c'est. Que je ne me trompe pas dans mon écoute intérieure. J'étais un peu lent.
Et oui, mais alors tous les quintolets sont sur 2 temps, et les triolets aussi. D'accord, sauf quand il y a des doubles. Ta, ta, ti, ta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ok, parce que sur le 5-8. 1, 2, 3, 1. Ok. Bien. On peut voir encore 3-4 pages, si on peut regarder l'appareil, la densité. Ok. Continuez. Oui, donc on a vraiment des figures très, très typées. C'est bien, comme ça on peut entendre les mouvements. Bon. Après, ça va être la balance. Tout est amplifié, hein, dans l'ensemble. Oui. Donc comme tout est amplifié, on va pouvoir un peu corriger. Enfin, il faut prévoir un réglage de départ. C'est pas évident de régler. Enfin, ce qu'il faut surveiller, c'est déjà la guitare électrique qui peut avoir tendance à jouer trop fort. Donc ça va dépendre aussi de l'amplificateur que vous allez avoir, mais je crois ici on n'en a pas tellement. Et puis il faut aussi gérer la puissance du clavier et de ce qui apparaît en séquence, parce que le clavier peut être doublé, puisque ce qu'on voit ici à la mesure 22. Parce que là on a des... En fait, il joue ça et on entend les micro-intervalles, c'est ça? On n'entend pas les deux en même temps, hein? Non. Ça, c'est ce qui est joué, ça, c'est ce qui est entendu. Oui, parce que c'est qu'un clavier, d'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas mis l'un à côté de l'autre? Quelle idée, mais bon. En fait c'est un peu la peine de refaire pour... Non, pour il ne s'agit pas de refaire la partie, mais je veux dire, pourquoi vous n'avez pas mis... vous n'avez pas pensé à un moment à mettre de déplacer, par exemple, le clavier MIDI comme ça, mettre peut-être les 2 instruments électriques, mais bon, c'est pas... Pourquoi pas? Parce qu'il y a un rôle avec le piano aussi, vous estimez, ou c'est parce que c'est un répondant du piano, c'est un... Parce que c'est pas par hasard en général quand on fait quelque chose, c'est qu'il y a une signification qu'on a plus ou moins, dont on a plus ou moins pris conscience. Mais quand même, en l'occurrence, peut-être le rôle du clavier MIDI, c'est assez loin de celui du piano. Oui, et vous le placez à un autre endroit pour le haut-parleur? Vous avez pensé à la disposition scénique? En fait, on verra. On verra au conseil, mais pour l'instant, je pense à mettre le parleur pour le clavier sur le sol, comme si c'était un vrai instrument. Oui, mais sachant qu'on va avoir le piano à gauche, vous pensez le mettre à droite. Et le guitariste, vous voulez le mettre où? Le guitariste devant le piano. Et avec aussi son haut-parleur. Oui, amplificateur. Okay. Bon. Ça suit son cours. Donc il n'y a pas tellement en fait de mode de jeu, hormis les double tris, les multiphoniques. Dans les cordes, ce sont les harmoniques essentiellement, qui ne sont pas faciles, mais vous avez le temps de les placer, etc. Bon, on va attendre la suite et le résultat final. Tout à fait. Bon, à bientôt. À bientôt. Alors bien sûr, on va écouter un extrait de cette pièce de Kenta. Peut-être qu'on peut demander à Kenta de nous dire un petit mot à propos de sa pièce. Ça s'appelle Whammy. Ouais, plaisir. Whammy, c'est une pédale d'effet, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, donc le titre est emprunté au nom de la pédale qui permet le pitch shifting, ça veut dire la transposition. Et en fait, c'est le concept du pitch shifting qui a inspiré la plupart des matériaux sonores dans la partition. Ce sont, comme on l'a vu, ce sont des figures ascendantes, descendantes, simplement des glissandis. Sinon, des rythmes qui s'accélèrent, sinon ralentissent, car dans le monde numérique, une des manières pour faire les transpositions, c'est jouer le fichier plus rapidement ou plus lentement. Et ces éléments forment des événements sonores qui apparaissent et disparaissent tout au long de la pièce. Vous vous retrouvez dans ce cours avec Frédéric Durieux, quand vous vous êtes vus. Vous vous souvenez de ce cours? Oui. C'est quelque chose d'assez, j'imagine, marquant pour vous. Oui. Surtout dans le processus de composition,
surtout au début, comme ça. Mes idées ne sont pas tout à fait claires. Parfois, il y en a qui me viennent justement de mon intuition, par exemple. Mais oui, effectivement, dans un cours de composition, j'ai besoin de les verbaliser. Et à travers cette conversation, ça me permet de clarifier mes idées et de déterminer ce que je veux finalement faire, par exemple. Donc, oui, le cours de composition, ça compte. On écoute pour terminer un extrait de Wami de Kenta Onoda. Nous retrouvons l'ensemble Next, cette fois-ci dirigé par Flavien Bois.
Flavien Bois qui dirige l'ensemble Next dans cet extrait de Wami de Kenta Onoda. Frédéric Durieux, on referme ce cours du soir, cette immersion dans votre salle de cours. Est-ce que l'on pourrait dire que apprendre la composition aujourd'hui, apprendre à composer, ce serait apprendre à penser la musique aujourd'hui? Il y a encore quelque chose de cela dans votre enseignement? De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix, d'une certaine manière. Là aussi, par l'écriture, en fait, on est amené à penser oui, le monde d'aujourd'hui, à proposer des sonorités d'aujourd'hui avec des ensembles instrumentaux qui sont ceux d'aujourd'hui. Chaque période a eu, d'ailleurs, rien que de ce point de vue, des regroupements instrumentaux très différents, qui sont liés à la fois sur le type de langage qu'on utilise, mais aussi l'instrumentation, etc. etc. La notation a été inventée pour fixer les choses au départ. C'était le but en fait de la musique grégorienne, c'était de fixer dans les abbayes pour qu'on puisse faire exactement ce qu'il fallait, et quand il le fallait, et comme il le fallait. Mais l'écriture nous permet aussi de libérer la mémoire, parce que ça se trouve quelque part dans une autre partition, et donc par cet outil, on va réussir à insuffler un monde d'aujourd'hui, à insuffler quelque chose qu'on a envie d'exprimer aujourd'hui. Ça n'écrase pas ce qui se passe auparavant. Et puis, écoutez, j'espère que, même si c'est un processus long, on a pu s'en apercevoir, je pense, dans toutes ces vidéos, mais ce qui serait intéressant quand même, c'est de voir qu'il y a un plaisir de jouer, pour finir, au concert, il y a un plaisir d'entendre, il y a un plaisir de découvrir, non pas pour, encore une fois, écraser, mais pour prolonger, et puis parce qu'il y a ce monde d'aujourd'hui, ce vierge vivace, bel aujourd'hui, comme aurait dit Mallarmé. Mais il est important de le manifester, et on le manifeste de cette manière-là. J'ai une dernière question un peu plus personnelle, dont je ne vous avais pas prévenu. Comment l'articulation entre votre métier de professeur et votre activité de compositeur se sont-elles nourries pendant toutes ces années? Alors, enseigner, ça vous oblige à réfléchir. J'espère qu'on apprend quelque chose aux autres, mais on apprend beaucoup soi-même. Ça vous permet de faire le point, ça vous pousse aussi à ne pas vous endormir, mais ce sont deux métiers différents. J'essaie au maximum de faire que Frédéric Durieux, compositeur, reste au dehors de la porte. Parce que c'est toujours mieux de parler d'autres partitions entre un élève, un étudiant, une étudiante et moi, parce que ça permet d'avoir un discours franc, parce que si jamais vous montrez quelque chose qui les ennuie passablement, que vous avez composé, ils auront peut-être la charité de ne pas vous le faire trop remarquer. Donc il faut toujours utiliser des exemples qui sont autour de soi, il faut aller écouter d'autres musiques, donc c'est très stimulant. Mais effectivement, le compositeur, à des tas de moments, il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le temps. Mais c'est le prix à payer. Mais ça permet justement, encore une fois, de réfléchir. Et je pense que c'est assez terrible peut-être ce que je vais dire, mais les étudiants m'ont fait progresser aussi. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci à Bengizu Under, merci à Kenta Onoda, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis bien sûr, merci aux équipes techniques du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à son service audiovisuel. Et merci et bravo Frédéric Durieux. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.